Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Adil Jawari, consultant réglementé en immigration canadienne. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu au niveau de la résidence temporaire, de ce qu'on appelle la règle ou le principe de la double intention. Donc, probablement, certains d'entre vous, vous en avez déjà parlé, vous en avez déjà entendu parler, probablement, mais d'autres non. Donc, c'est quoi le principe de la double intention ou la règle de la double intention en matière de résidence temporaire? Qu'est-ce que cela implique pour vous, les résidents temporaires qui vont déposer une demande, admettons, à titre d'exemple, dans le cadre d'un programme d'études supérieures ou autre? Donc, l'article 22.1 de la loi sur l'immigration stipule le suivant. Devient résident temporaire l'étranger dont l'agent constate qu'il a demandé ce statut. C'est décharger des obligations prévues à l'alinéa 21B, n'est pas interdit de territoire et ne fait pas l'objet d'une déclaration visée au paragraphe 22.11. Il y a une note marginale à l'article aussi. La double intention, l'intention qu'il a de s'établir au Canada n'empêche pas l'étranger de devenir résident temporaire sur preuve qu'il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée. Vous allez certainement me dire, ça veut dire quoi tout ça? On est d'accord que souvent les articles de la loi sont souvent matière à plusieurs interprétations juridiques et puis chacun de nous pourrait les interpréter de façon différente. La règle est la suivante. Si je prends le cas des étudiants étrangers qui arrivent au Canada pour faire un diplôme supérieur ou autre dans une des institutions canadiennes, l'étudiant en question ne doit pas avoir la double intention de rester, de faire des études au Canada, donc d'avoir un statut de résident temporaire et d'avoir l'intention de devenir un résident permanent. Donc, l'agent pourrait éventuellement refuser la demande de visa étudiant à la personne en question si jamais l'étudiant ne fournit pas assez de preuves comme quoi il va quitter le Canada à la fin de son visa étudiant. Toujours quand vous demandez un statut quelconque au niveau de la résidence temporaire, il faut toujours savoir qu'il y a des règles qu'il faut respecter. Et puis, une des règles, admettons pour les étudiants, c'est que l'étudiant va quitter le Canada à la fin de ses études. Donc, souvent, ce qu'on va faire dans notre montage dossier avec les étudiants étrangers ou les étudiants internationaux, c'est qu'on va s'assurer d'expliquer à l'agent dans une lettre que l'étudiant en question, s'il poursuit des études au Canada, c'est principalement pour avoir des nouvelles ou plus d'opportunités d'emploi dans son pays d'origine, mais aussi que l'étudiant en question, il a des attaches dans son pays d'origine, que ce soit des opportunités d'emploi qu'il avait détectées puis qui l'ont poussé à aller chercher cette diplomation pour revenir travailler dans ce secteur dans son pays d'origine, que par exemple, l'étudiant en question, des fois, il peut être marié puis qu'il a l'intention de revenir à sa famille à la fin des études, ou que c'est un enfant unique, donc il a un attache très fort avec ses parents et qui vont lui préparer éventuellement des opportunités d'emploi à son retour. Donc, quand vous déposez une demande de résidence temporaire dans le cadre des études au Canada, il ne faut pas avoir cette double intention de s'installer au Canada comme étudiant pour devenir un résident permanent. Malgré, vous allez me dire que la loi le permet, dans l'ancien modèle, bien sûr, ce qu'on appelle le permis de travail post-diplôme et tout ça, mais quand l'agent décide sur la demande de visa ou la demande de permis d'études, il faut qu'il soit convaincu que les liens de l'étudiant sont très forts avec son pays d'origine et qu'il va éventuellement retourner à son pays d'origine pour poursuivre sa carrière suivant cette diplomation. Donc ça, c'est un peu le principe de la double intention dans la loi, donc la loi sur l'immigration. Par contre, si vous allez regarder l'interprétation du même principe dans le site de l'IRCC, donc qui est le ministère de l'Immigration, de la Citoyenneté et des Réfugiés au Canada, l'IRCC indique sur le site web, et puis vous pouvez le vérifier par vous-même, on parle de double intention lorsqu'un étranger qui a demandé ou qui pourrait demander la résidence permanente au Canada
demande également à entrer au Canada pour une période temporaire à titre de visiteur, d'étudiant, de travailleur. Le fait d'avoir deux intentions est légitime. Donc, malgré qu'il y a ce principe-là de double intention, ça reste, quelque chose de légitime. Donc, ce n'est pas quelque chose qui n'est pas légitime, ce n'est pas illégitime. Les voies d'accès qui reposent sur la rétention des résidents temporaires ayant une expérience ou des compétences essentielles comme le programme pilote sur l'agroalimentaire, le programme pilote pour les aides familiaux et la catégorie de l'expérience canadienne sont de plus en plus utilisés comme moyen d'obtenir la résidence permanente qui contribue à la croissance économique du Canada. La présente section aborde la façon à appliquer le paragraphe 22.2 qui est celui sur la double intention. Au processus décisionnel en reconnaissant que les deux intentions en cause sont complémentaires et non contradictoires. Et si le site du LIRCC va placer la double intention plutôt dans le contexte de la résidence permanente et le fait qu'une personne qui est en processus de demander une résidence permanente peut toujours demander une résidence temporaire dans le cadre d'un visa visiteur ou des études qu'il voudrait poursuivre au Canada ou si jamais il trouve un travail au Canada et puis là il fait les démarches pour devenir travailleur étranger temporaire en attendant de devenir un résident permanent. Donc, la double intention dans le contexte des permis d'études, ce n'est pas la même chose que dans le contexte, par exemple, de la résidence permanente, quand les gens qui sont en processus de devenir des résidents permanents veulent entrer au Canada avec un statut temporaire. Pour cette raison-là, je vais dire que vraiment la loi est matière à plusieurs interprétations. C'est pour la raison que je recommande fortement pour les gens qui ont le projet de venir s'installer au Canada, soit comme résident permanent ou temporaire, d'avoir recours à des services de gens qui se spécialisent dans le droit de l'immigration parce qu'on va être en mesure d'interpréter la loi, de recourir des fois aussi à la jurisprudence canadienne en matière d'immigration et c'est des choses qui sont des fois très difficiles à comprendre pour le commun des mortels, tout simplement parce qu'il faut quand même avoir fait certaines études en droit et notamment en droit d'immigration pour pouvoir conseiller, pouvoir accompagner les gens dans ce processus-là qui fait, comment je peux m'exprimer, qui pourrait donner matière à plusieurs interprétations. On va aussi se baser non seulement sur la loi, le règlement, la jurisprudence, le profil de la personne en question, mais on va aussi communiquer entre consultants réglementés. Des fois, on va appeler le ministère de l'immigration ou celui du MIFI au Québec si jamais il y a des informations qui sont matière à plusieurs interprétations et qu'on n'est pas sûr comment les appliquer sur le cas de notre candidat. Donc, je continue sur la double intention, toujours sur le site web de l'IRCC. C'est comment la double intention est évaluée selon l'IRCC. L'agent doit être convaincu que le demandeur de résidence temporaire a l'intention réelle de remplir ses obligations à titre de résident temporaire, notamment de quitter le pays à la fin de la période de séjour autorisée comme l'exige le règlement. Dans son évaluation de la bonne foi du demandeur, l'agent doit tenir compte de la situation personnelle du demandeur. Le refus d'un résident temporaire qui n'est pas de bonne foi peut résister à une contestation judiciaire seulement s'il est fondé sur les renseignements concernant la demande précise dont est saisi l'agent. Lorsqu'il évalue une demande de résidence temporaire, l'agent peut tenir compte, entre autres, des facteurs suivants. Donc, la période que le client passera au Canada, ses moyens de subsistance, ses obligations et ses liens dans son pays d'origine, le but et le contexte du séjour, la crédibilité des documents, le respect antérieur des exigences de la loi et du règlement. Admettons, à titre d'exemple, je vais citer un cas, un client qui arrive au Canada comme visiteur, qui a fait ses démarches par lui-même, donc il a obtenu son visa de visiteur au Canada. Il arrive au point de contrôle, donc devant l'agent des services frontaliers, il se fait refuser l'accès ou l'entrée au pays, tout simplement parce que la personne en question
n'avait pas assez de fonds qui justifiaient un séjour comme touriste. Donc, l'agent au service frontalier n'était pas convaincu que la personne en question arrive au Canada comme visiteur, malgré qu'il a obtenu le visa d'entrée comme visiteur. Le fait qu'il n'avait pas réservé d'hôtel, le fait qu'il n'avait pas assez d'argent pour son séjour, ben, ça a déclenché un peu le doute dans la tête de l'agent du service frontalier qui a fini par refuser l'accès à la personne en question. Donc, c'est vraiment là la différence entre un client ou un candidat qui fait ses démarches tout seul, qui essaie d'interpréter la loi et le règlement, et puis un candidat qui va avoir accès à des services d'un avocat en immigration ou d'un consultant réglementé en immigration. On est capable de vous accompagner au fond sur l'ensemble des démarches de A à Z, pas seulement la préparation des documents, la soumission du dossier au niveau du système de l'immigration, l'entrée aussi au Canada, le contrôle au point d'entrée. On est vraiment en mesure de vous accompagner sur l'ensemble de ces points-là jusqu'à votre entrée effective au territoire canadien. Il ne reste que ce n'est pas une obligation. Vous allez pouvoir bien sûr le voir sur le site d'IRCC. Il n'y a aucune obligation qui vous impose un avocat en immigration ou un consultant réglementé en immigration. Mais il est très important, du moment que c'est un projet très important pour vous, de bien être accompagné dans l'ensemble de ces démarches-là, sachant qu'un refus dans une demande, que ce soit de résidence temporaire et de résidence ou de résidence permanente, ça rend un peu la tâche plus difficile par la suite pour qu'un consultant réglementé ou un avocat en immigration réussisse votre processus. Donc, il faut le faire bien, il faut le faire bien dès le début. Ça clôt un peu mon intervention sur la double intention, la résidence temporaire, notamment les étudiants, et la double intention en ce qui concerne les demandeurs de résidence permanente. Je voudrais encore réagir sur la dernière entrevue de notre Premier ministre du Québec, M. François Legault, qui, lors d'une entrevue à une des chaînes télévisées canadiennes, il a encore déclaré sa volonté de réduire de moitié le nombre des travailleurs étrangers temporaires parce qu'il continue, il persiste à confirmer que c'est vraiment la raison pour laquelle le Québec vit une crise de logement, il vit une crise économique et sociale. Donc, ça confirme encore le choix qu'on propose à nos clients, c'est vraiment d'aller vers la résidence permanente, de faire des démarches pour devenir résident permanent et non pas un résident temporaire. En ce moment, les dernières statistiques démontrent que le Québec comporte ou accueillit 520 000 travailleurs étrangers temporaires et la volonté du gouvernement québécois actuel est de réduire de moitié ce nombre de travailleurs étrangers. Ça va se faire comment? Ça reste à savoir. On va voir ce serait quoi les démarches que le gouvernement Legault va entretenir ou va mettre en place. Mais il est probable que les travailleurs étrangers temporaires qui perdent leur travail en arrivant au Canada pour des raisons économiques, qui veulent renouveler des permis de travail avec un autre employeur, vont certainement avoir de la difficulté à ce niveau-là. Monsieur Legault aussi insiste sur le fait qu'il a la volonté de réduire le nombre d'étudiants étrangers au Canada. Donc, il y a vraiment une polémique très sérieuse en ce moment entre le Québec et le fédéral. Monsieur Legault cherche aussi à aller chercher carrément à travers un référendum le pouvoir ou ce qu'on appelle la décision sur l'immigration, que ça devient une compétence provinciale et non pas une compétence fédérale, parce qu'en ce moment, c'est vraiment une compétence fédérale. À suivre. Vraiment, j'ai partagé une partie de l'entrevue de M. Legault sur notre page pour vous informer, pour vous situer un peu à travers vos projets futurs. Envoyez-nous une demande de consultation sur votre projet d'immigration. Il est très important que vous soyez bien accompagné, qu'on vous dise les vraies choses, qu'on vous dise la réalité actuelle du marché canadien en termes d'emploi, mais aussi la réalité et les bonnes informations sur votre profil de candidat. Des frais s'appliquent pour la consultation initiale, bien sûr. Donc, on va vous envoyer le contrat de consultation initiale
pour pouvoir éventuellement vous faire un rapport sur votre profil du candidat et quelles sont les opportunités ou les options qui s'offrent à vous pour votre projet d'immigration. Encore une fois, je souhaite à tous nos abonnés une bonne continuation. Je leur souhaite beaucoup de courage dans ce projet-là qui est très, très important, je le sais, dans leur vie, pour leur famille, pour leurs enfants. Et on se dit à très bientôt. Merci infiniment.